Bonjour à tous, bienvenue à notre échange aujourd'hui avec la société Forsy Power qui conçoit et commercialise des systèmes de batterie. Donc, société créée en 2011, introduction en bourse en novembre 2021 avec environ 100 millions d'euros levés. Et donc, presque 10 mois après cette introduction en bourse, dans un contexte où on parle beaucoup d'énergie, eh bien, c'est le moment de faire le point. Donc, Christophe Gürtner, vous êtes le PDG. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà, donc on ne vous voit pas, mais vous êtes bien là. Et vous, Sophie Tricot, vous êtes la vice-présidente communication, affaires publiques et développement durable. Bonjour à vous. Tout à fait. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Donc, en quelques mots, les objectifs de l'échange aujourd'hui, c'est repréciser votre activité, mieux vous connaître et surtout parler de vos projets, de vos réalisations, notamment de cette Gigafactory aux États-Unis. Également, échanger sur votre plan de marche, vos objectifs, l'atteinte des objectifs et également toutes les questions des participants qui peuvent les poser donc avec l'écran de configuration. Et donc, sans plus attendre, Christophe, Sophie, je vous propose de commencer peut-être par nous rappeler qui vous êtes et que fait Forsy. Donc, je vais passer directement à la slide où on vous voit. Absolument, merci beaucoup de nous donner la parole et désolé de ne pas être à l'écran, à l'image pour le moment, mais exclusivement en photo. Donc, je me présente Christophe Gürtner, je suis le président et fondateur de Forsy Power. Société donc, que j'ai créée il y a maintenant 11 ans. Comme c'est indiqué sur cette image, je suis dans le métier de la batterie depuis un petit peu plus de 30 ans. J'ai connu nombre de cycles dans le monde de la batterie. La batterie qui, une trentaine d'années jusqu'à une vingtaine d'années, s'est développée dans le domaine du téléphone mobile, donc de relativement petite batterie. Il y a 20 ans et il y a 10 ans, dans le domaine de l'électronique portable de manière plus générale et vers des produits un petit peu plus importants. Et maintenant, depuis la création de Forsy Power, dans le monde de l'électromobilité, qui voit, j'allais dire, une explosion de la batterie dans ce nouveau domaine, avec un développement bien plus conséquent que dans le passé. Et Sophie Tricot, donc j'ai rejoint le groupe il y a maintenant bientôt 6 ans, dans 15 jours exactement, pour suivre l'aventure de Forsy Power qui a rencontré une très très forte croissance ces dernières années. Auparavant, j'occupais des fonctions quasi similaires dans des grands groupes industriels tels que Alcan, Baker Hughes ou encore Lafarge. Et donc, je m'occupe de la communication, des affaires publiques, développement durable et également des relations investisseurs du groupe. Très bien. Merci. Alors, tout d'abord, un petit rappel sur la chaîne de valeur, sur ce que nous faisons. Alors, nous sommes une société dont le métier est de concevoir, de fabriquer des systèmes de batterie pour l'électromobilité durable. Ce que nous faisons, c'est nous concevons, nous les développons, nous les fabriquons, ces produits. Ces produits, nous les vendons ensuite à des clients qui sont des fabricants de véhicules, des OEM. Ces clients utilisent nos batteries pendant toute la durée de vie du véhicule, éventuellement avec un remplacement en cours de vie. Et ces batteries, en fin de vie sur le véhicule, ne seront pas à leur propre fin de vie, dans la mesure où ces batteries vont pouvoir être réutilisées dans des applications stationnaires. Ce que nous réalisons également, avant d'arriver au dernier stade, la revalorisation et le recyclage. Voilà ce que nous faisons. Nous ne fabriquons pas l'accumulateur, qui est un composant, une commodité, mais c'est un produit que nous qualifions. Et tous les autres produits constitutifs de la batterie sont intégralement développés, conçus, réalisés par Forsy Power. Alors, page suivante, vous avez en une page un récapitulatif de ce que représente l'entreprise au bout de ces 11 années d'existence. Notre chiffre d'affaires l'année dernière était de l'ordre de 72 millions d'euros. Nous avons connu une forte croissance sur les années passées. Nous avons aujourd'hui déjà plus de 160 ingénieurs dans la société. Nous sommes une entreprise technologique. Nous sommes plus de 600 salariés au total. Nous sommes également une entreprise industrielle avec une capacité de production très significative et déjà installée, qui aujourd'hui est étendable, extensible à l'ordre de 3 gigawattheures, et nous reviendrons à cela tout à l'heure. Mais nous avons déjà équipé énormément de véhicules, des véhicules légers, plus de 100 000, des bus, plus de 1200,
ce qui sont les chiffres les plus importants aujourd'hui pour une entreprise européenne. Vous le voyez sur la carte du monde, nous sommes présents sur les différents continents, bien sûr en France, en Pologne également, en Inde depuis un an, en Chine et au Japon. À Singapour et nous y reviendrons tout à l'heure, nous ouvrons une usine aux États-Unis. D'accord. Alors, notre actionnariat, vous le connaissez peut-être, non, ou si vous ne le connaissez pas en tout cas, le premier investisseur financier qui nous a rejoint 2 ans après la création de l'entreprise, c'est Euraseo, à l'époque qui s'appelait Idinvest Partners, qui ont été suivis en 2014 par la famille Dassault, au travers de leur fonds d'investissement familial. Et ensuite, c'est le groupe japonais Mitsui, grand partenaire de Forsy, qui nous a rejoint, puis la BPI en 2018. Et enfin, dans le cadre de l'entrée en bourse à Euronext, le groupe canadien Ballard. Page suivante. Vous le voyez, notre offre est une offre complète pour l'électromobilité sur un certain nombre de marchés ciblés. La manière dont nous travaillons, nous concevons au niveau de la société des briques technologiques, des solutions, des gammes de produits, ensuite qui sont déclinées en sous-familles, la famille Go, Zen, Flex, Pulse, dédiées à des marchés particuliers avec des caractéristiques particulières. Nous avons également acquis et développé une gamme de convertisseurs et de stations de charge de haute puissance pour des marchés tels que le marché ferroviaire. Ces produits ont tous été conçus pour les marchés que nous adressons. Alors, le marché des véhicules autonomes, la robotique, par exemple, le marché des véhicules légers urbains, le marché des véhicules non routiers, des bus et camions, du ferroviaire et de la marine. Chacun de ces segments a des caractéristiques particulières et ces caractéristiques particulières sont couvertes par les différents produits ou gammes de produits que nous réalisons spécifiquement pour ces marchés. La manière dont ça fonctionne avec nos clients, nous allons, lorsqu'un client veut électrifier un véhicule, va nous apporter un cahier des charges fonctionnel. Sur la base du cahier des charges fonctionnel, nous allons penser un certain nombre de solutions à base de nos technologies de base que nous allons transformer en un produit fini, interfaçable et intégrable dans le véhicule. Page suivante. Notre offre n'est pas exclusivement une offre de produits. Je vous le disais, nous sommes une entreprise technologique, nous sommes une entreprise industrielle, mais notre démarche va très au-delà de ça. Nous apportons un accompagnement complet, y compris des solutions de financement, à nos clients. Pour nous, la relation avec le client a certes démarré au moment du contrat de développement, mais la relation s'accélère et se prolonge très longtemps à partir du moment où nous commençons à fabriquer et à livrer les produits. En fait, un produit que nous fabriquons, nous aidons le client à l'intégrer dans le véhicule. Nous formons les équipes de nos clients. Nous accompagnons les clients dans la maintenance, voire nous réalisons la maintenance. Nous leur apportons des solutions également digitales de suivi et de monitoring des batteries ou des véhicules. Et nous apportons une solution complète de financement au travers du fonds d'investissement que nous avons créé il y a quelques années, Neote Capital. Page suivante. Donc Forsy Power, on est sur la... Ouais. Donc Forsy Power, fort de son offre de produits et de services, s'est aujourd'hui positionné comme un vrai leader sur ces marchés choisis. Le bus en Europe, puisque nous accompagnons le plus grand nombre de constructeurs sur ce segment de marché. Et nous avons, comme Christophe l'expliquait, déjà équipé plus de 1200 bus dans le monde et principalement en Europe. Nous travaillons notamment avec Wrightbus, qui est un des leaders au Royaume-Uni, avec Caetano Bus, qui est une filiale de Toyota, qui est leader en Europe du Sud, avec Iveco, avec Eliez, et d'autres noms que nous ne pouvons pas citer. Juste pour vous donner peut-être un ordre d'idée sur le marché français, Eliez, c'est plus de 50% du marché du bus électrique en France, et la plupart des bus électriques à Paris circulent avec nos batteries.
Nous sommes également extrêmement bien positionnés sur le marché de la mobilité légère, qui est un marché qui est plutôt asiatique, et nous sommes le premier acteur européen sur ce marché. Nous travaillons avec de grands noms de la mobilité légère, tels que Piaggio. Par exemple, la Vespa électrique est équipée de batteries Forsee Power. Nous travaillons également avec Bosch et avec Omega Seiki. Nous avons fait une annonce récemment et même l'année dernière sur cet acteur du 3 roues et 4 roues légers en Inde, avec qui nous commençons les livraisons de nos produits. Et enfin, le troisième segment sur lequel nous souhaitons communiquer, c'est celui des véhicules lourds à hydrogène. On oppose souvent l'hydrogène à la batterie, mais finalement, pour qu'un véhicule à hydrogène puisse fonctionner, il a besoin d'hydrogène, d'une pile à combustible et d'un bon système de batterie adapté, une batterie de haute puissance. Et donc, nous travaillons sur cette technologie sur laquelle nous sommes leaders en Europe également. Slide suivant. Attention, il y a Larsen. Oui. Donc Forsee Power, on est vraiment navré. Je précise juste qu'on avait fait les essais techniques et que tout fonctionnait. Et malheureusement, aujourd'hui, pas de chance, ça ne fonctionne pas. Forsee Power, de par son activité, la nature de son activité, évidemment, contribue au développement durable, contribue à la réduction des émissions liées au transport, mais on ne s'arrête pas là. Le développement durable, ça fait vraiment partie intégrante de notre ADN et on travaille à la fois sur l'aspect humain, sur l'aspect planète, environnement et sur l'aspect gouvernance pour faire en sorte de contribuer au développement durable et d'être une entreprise exemplaire. Sur l'aspect humain, par exemple, c'est contribuer à recruter évidemment les équipes partout dans le monde et former nos collaborateurs au métier de la batterie. On est dans une industrie nouvelle où on a un vrai rôle à jouer par rapport au développement et la création et le développement des compétences pour nos collaborateurs. Au niveau de la planète, il va s'agir de réduire nos déchets, donc faire en sorte déjà de consommer le moins, enfin de produire le moins de déchets possible et faire en sorte que ces déchets soient recyclés de manière la plus optimale. Faire en sorte également que nos process industriels soient les moins émetteurs de CO2. On contribue par nos produits, il faut également contribuer par nos process. Et enfin, mettre en place toutes les procédures de gouvernance adaptées pour assurer un travail éthique et transparent vis-à-vis de tous nos tiers. Forsee Power a établi une feuille de route avec 10 grands objectifs de développement durable autour des 3 piliers que je viens de citer. Nous sommes également signataires du Pacte mondial des Nations Unies qui s'engage sur un certain nombre de principes liés au droit du travail, travail des enfants notamment, et également des principes environnementaux. Et nous travaillons également avec Carbone 4 sur une initiative pour le calcul de l'empreinte carbone des systèmes de batterie et nous travaillons avec eux également pour le calcul de notre propre empreinte carbone. Et enfin, voilà, on a beaucoup d'initiatives en cours. C'est important pour nous de pouvoir s'évaluer et nous travaillons avec 2 organismes d'évaluation. Le premier, c'est EcoVadis, qui est spécialisé dans la notation des entreprises en tant que fournisseurs. Chez EcoVadis, nous avons obtenu la médaille d'argent avec un score de 60% de développement durable qui devrait plutôt bien progressé cette année. Et Etifinance nous a placé dans un niveau avancé plus. On a passé cette évaluation juste avant l'IPO. Et c'est un niveau qui est supérieur au benchmark puisqu'on a une note de 72% que le benchmark est de 52%. Donc un résultat encourageant qui va nous permettre d'avancer. Si on va sur le slide suivant, juste pour parler un petit peu des activités récentes du groupe, on est vraiment sur une année et un fort développement du groupe. Au mois de mai, nous avons inauguré notre site de production à Chasseneuil-du-Poitou. Alors, on a commencé la production sur ce site fin 2018, mais au fur et à mesure, on a fait des travaux de rénovation et là, le programme
a été complètement finalisé. Avec le Covid, il y a eu un petit peu de retard, mais on a pu inaugurer donc un site industriel qui fait aujourd'hui plus de 15 000 m², qui adresse le segment des véhicules lourds et qui emploie environ 200 personnes. C'est un site qui se veut évolutif, donc il continuera à grandir. Il a une capacité d'environ 1 gigawattheure aujourd'hui, qui va progressivement monter jusqu'à 3 gigawattheures. On a également annoncé une commande de Wrightbus pour cette année pour des produits Zen Slim, donc notre nouvelle génération de produits ultra plats, les plus plats au monde, pour équiper 420 bus. Donc, c'est une commande très conséquente pour cette année. Nous avons également annoncé dans le cadre de notre offre de service, on parlait de financement. Forsee Power a créé Neote Capital et nous avons acheté les parts de Mitsubishi Corporation qui était détenteur d'une part de Neote Capital. Donc aujourd'hui, nous sommes actionnaires à 50% avec EDF. Un autre développement assez conséquent, on expliquait pendant l'IPO qu'on a beaucoup de projets de développement sur les véhicules non routiers ou les camions spéciaux, et nous avons reçu une commande pour équiper 20 camions bennes à hydrogène, donc avec Ballard Motive Solutions, qui est également une belle illustration du partenariat avec Ballard, donc, qui est sur la pile à combustible et qui nous permet d'accéder à de nouveaux segments de marché. C'est dans quel pays ce projet d'ailleurs, notamment sur les bennes? Les bennes, c'est au Royaume-Uni. D'accord. C'est en fait un groupe Arcola qu'ils ont racheté fin d'année 2021. Et deux dernières annonces qu'on a pu faire, donc avec EDF Store and Forecast, on a signé un partenariat pour le développement des batteries de seconde vie, l'offre de seconde vie. On avait déjà un partenariat avec Connected Energy au Royaume-Uni qu'on a annoncé en fin d'année 2021, et donc là un nouveau partenariat pour la reprise en fait des batteries de première vie qui ont été utilisés à bord des bus, par exemple, qui peuvent être ensuite réinstallés dans des containers, associés à de la production d'énergie renouvelable ou en backup de réseau. On va pouvoir avoir un stockage d'énergie stationnaire qui permet de minimiser l'empreinte environnementale de la batterie et de maximiser le coût de la batterie. Donc, une opération qui est intéressante pour toutes les parties prenantes. Et enfin, très récemment, nous avons annoncé avec Omega Seiki donc, le démarrage des livraisons de systèmes batterie pour leur nouveau véhicule 3 roues légers. Omega Seiki en Inde est spécialisé dans les véhicules légers du dernier kilomètre, la logistique du dernier kilomètre. Ils ont toute une gamme de produits. Donc là, on est sur du 3 roues, mais à l'avenir, on travaillera avec eux sur leurs autres véhicules qui vont du 2, 3 ou 4 roues légers. Donc, une activité très, très dynamique pour le groupe sur ce premier semestre. Slide suivant, je laisse la parole à Christophe. À votre Gigafactory, donc. Alors, on ne vous entend pas. Ah oui, bravo. Christophe Gürtner, on vous voit, bravo. Hop, on va remettre ma caméra. Voilà. Très bien. Donc, on vous voit, mais on ne vous entend pas encore. Donc, il faut peut-être juste faire un petit réglage de. Et là, ça devrait marcher. Parfait, voilà. Eh bien, voilà. Alléluia. Tout est. Eh bien, nous voilà en Amérique du Nord. C'est parce que j'étais loin, j'étais en Amérique du Nord. Donc, me voilà en Amérique du Nord. Eh bien, effectivement, un événement majeur pour nous, c'est une annonce que nous avons fait la semaine dernière, ou il y a 10 jours à peu près, c'est notre installation en Amérique du Nord. Vous avez vu qu'en France, il y a un événement qui s'appelle Choose France, qui a été annoncé dans les médias, je crois, hier et avant-hier. Et il y a, écoutez, il y a un événement équivalent aux États-Unis qui s'appelle Select USA. Et nous avons eu d'ailleurs la chance et le bonheur d'avoir été sélectionnés par le gouvernement américain, par le département du commerce, lors de cet événement à Washington, comme étant l'exemple d'investissement étranger sur un secteur stratégique aux États-Unis. Et donc, nous avons été mis en avant pendant 2 jours par le gouvernement américain à Washington.
Ça montre à quel point le métier que nous exerçons, le positionnement que nous avons, qui est un nouveau métier aux États-Unis, qui ont été le dernier, qui sont en fait le dernier continent à se convertir à l'électrique, aujourd'hui à l'américaine, qui attaquent du retard. Ils mettent d'énormes moyens, attirent les entreprises étrangères, essaient d'acquérir le savoir-faire. On a beaucoup de savoir-faire. On vous a montré tout à l'heure 2 chiffres, 100 000 batteries pour la mobilité légère, 1200 bus déjà équipés de nos batteries. 1200 bus équipés de nos batteries, c'est 10 fois plus que notre deuxième concurrent américain. Donc, pour vous montrer l'écart que cela représente par rapport aux acteurs en place. Alors, notre stratégie aux États-Unis, c'est d'abord d'avoir une base commerciale, c'est d'avoir une base industrielle et c'est d'avoir une solution en R&D locale. Les produits que nous allons commercialiser aux États-Unis seront certes similaires aux produits européens, mais sont adaptés aux normes américaines. Les marchés que nous allons adresser sont proches ou similaires des segments que nous adressons en Europe ou sur d'autres segments, mais en particulier le marché du bus, ou d'ailleurs en plus du marché du bus, un sous-secteur qui est extrêmement important et développé aux États-Unis, c'est-à-dire le marché du bus scolaire, le marché des équipements non routiers à nouveau, le marché des camions et véhicules spéciaux, la mobilité légère et le ferroviaire. Autant de domaines pour lesquels nous avons à la fois les technologies, déjà les clients et comment on appelle ça, un track record, un historique, pardon, de produits qui fonctionnent de façon efficace et sûre sur nombre de véhicules. Actuellement, 15 jours après la création de la société, nous avons, et Sophie y reviendra sur la page suivante, nous sommes en train de constituer les équipes, de définir l'organisation de nos lignes de production, d'établir de façon active des contacts avec les clients, ce que nous avions bien évidemment déjà fait précédemment. Nous avons une connaissance très forte du marché américain pour ces différents segments. Pour rappel, il y a 7-8 ans, nous étions le premier fournisseur de batteries pour bus électriques aux États-Unis. Alors effectivement, entre-temps, les réglementations américaines s'est durci. Et aujourd'hui, pour vendre des batteries ou réaliser des véhicules pour le marché américain ou pour les États-Unis, il faut être conforme à ce qu'on appelle le FAST Act, qui est une loi américaine qui impose d'avoir 70% de valeur ajoutée locale. Au travers de cette implantation, nous aurons 70%, plus de 70% de valeur ajoutée locale, ce qui nous permettra de vendre, en tout cas sur les marchés publics, nos produits librement. C'est déjà le cas pour les autres produits sur les marchés privés. Donc voilà, aujourd'hui, le fait de résoudre ce problème de non-présence effective sur le territoire américain est résolu et nous sommes, on va pas dire submergés déjà, mais en tout cas très très fortement chargés par tous les acteurs américains. Il faut dire que les Américains nous ont fait une très forte pub qui nous sert beaucoup. Et je vais laisser Sophie sur la page suivante vous donner plus de détails sur notre organisation et sur l'implantation nord-américaine. Le slide suivant, peut-être pour revenir, alors je ne sais pas si vous pouvez me voir, voilà, vous allez voir. Le slide suivant, juste pour expliquer un petit peu comment nous avons procédé. Donc, nous avons ciblé des États dont la spécialisation était le secteur automobile, mais sans pour autant vouloir se placer au milieu de tous les acteurs de la voiture, puisqu'on est quand même parfois sur des chaînes d'approvisionnement un petit peu différentes, des compétences différentes. Et donc, nous avons choisi l'État de l'Ohio, qui fait partie des 6 États spécialisés, qui bénéficie d'un très bon réseau de transport, que ce soit à la fois le transport routier, ferroviaire ou encore maritime, avec l'accès au lac. Et l'avantage de l'Ohio, c'est qu'en fait, en Ohio, vous êtes à distance en camion, en une journée, de 70% de la production nord-américaine, donc que ce soit le Canada ou les États-Unis, et environ 60% de la population en Amérique du Nord. Donc, ça nous permet, voilà, pour nos clients, par rapport à notre clientèle et à notre supply chain, d'être facilement accessible.
C'est un État qui est très dynamique, avec une population assez conséquente et une belle concentration d'universités et d'écoles, et notamment dans le secteur de la R&D ou de la fabrication, ce qui nous intéressait. Il y a également un très fort dynamisme économique. Vous avez peut-être entendu parler récemment de Intel, qui a choisi de s'établir à Columbus pour la production de semi-conducteurs avec un investissement de 20 milliards. Et on voit au fur et à mesure des relations qu'on a nouées avec les locaux que beaucoup d'entreprises qui peuvent être intéressantes pour notre activité commerciale sont en train de s'implanter dans la zone. Si on va sur le slide suivant, pour vous donner un petit peu plus d'informations sur Columbus. Donc Columbus, c'est la capitale de l'État de l'Ohio. Il y a environ 1 million d'habitants dans la ville même, un petit peu plus de 2 millions dans l'agglomération, et la population est en train de croître et devrait atteindre environ 3 millions d'ici à 2030. Et c'est la deuxième ville la plus peuplée du Midwest après Chicago, ce qui nous permet, nous, de pouvoir avoir accès à un bassin d'emploi intéressant. On a un âge moyen qui est d'environ 36 ans, donc relativement jeune, sur des populations qui sont plutôt bien éduquées et spécialisées dans les métiers qui nous intéressent. Nous serons situés, pour être plus exact, à Hilliard, qui fait partie donc de l'agglomération de Columbus, et on sera situé sur, si je puis dire, le périphérique de Columbus, donc à 15 minutes seulement du centre-ville et à 25 minutes de l'aéroport. C'est une ville qui est très praticable. Par cette attractivité, il y a de plus en plus de personnes qui viennent s'y installer. Donc, on a en effet un bassin d'emploi qui va être très adapté à nos besoins, à la fois pour la population de management de notre entité nord-américaine, également pour pouvoir attirer des ingénieurs, que ce soit des ingénieurs en R&D, en industrialisation, et également toutes les personnes dont nous aurons besoin pour la production, pour la maintenance, pour le service après-vente et pour faire tourner cette usine de production. Enfin, un point qui est très important, c'est qu'on aura accès à terme en fait à l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement dont nous avons besoin, y compris les cellules électrochimiques, puisque de grands acteurs se sont positionnés pas très loin de Columbus, donc vraiment un positionnement idéal. Et nous avons obtenu des soutiens de la part de l'État, de la part de l'agglomération et de la part de la ville pour nous aider à nous implanter sur Columbus. Si on regarde le slide suivant pour vous présenter un petit peu où nous souhaitons aller avec ce site. Donc, Christophe l'a expliqué, il s'agit d'une structure complète, pas uniquement d'un site de production. Ce sera le siège nord-américain avec également un laboratoire et les équipes de direction qui se trouveront sur cette usine. Il s'agira donc d'une gigafactory puisqu'on démarrerait avec environ 1 gigawattheure, mais l'objectif c'est 3 gigawattheures de capacité de production à horizon 2027. Au début, on ne pensait pas forcément aller jusqu'à 3 gigawattheures, mais on voit qu'il y a un très très fort dynamisme, beaucoup de demandes et que les choses vont beaucoup plus vite en Amérique du Nord, du fait on arrive en fait avec une offre technologique qui est mature, avec une expérience en industrialisation, donc on va pouvoir aller beaucoup plus vite sur ce territoire nord-américain. L'usine en elle-même, elle fait 14 000 mètres carrés, donc on est sur une surface équivalente à notre site de Chasseneuil-du-Poitou, ce qui rend les choses plus facile en fait en termes d'installation. On va vraiment pouvoir dupliquer ce qu'on a pu mettre en place pour le marché européen. Cet investissement que nous faisons en Amérique du Nord représente un investissement pour une première phase de 13 millions d'euros, sachant que nous ne sommes pas propriétaires du site, nous serons locataires. Et enfin, un point très important, c'est que nous avons déjà notre président pour l'Amérique du Nord, Jay Dace, qui a plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie automobile, qui est un ancien de Faurecia et qui est donc qui connaît très bien le fonctionnement des entreprises françaises, européennes, et ça c'était important pour notre succès dans le bon déroulement des opérations. Il a d'ailleurs été expatrié en France 2 ou 3 ans
quand il était chez Forestia. Donc nous sommes voilà, équipés, armés pour attaquer ce marché américain. Je voudrais rajouter un petit point relatif à notre implantation aux États-Unis. Je reviens d'une semaine au Japon. Nous travaillons énormément sur le marché japonais. C'est le groupe Mitsui qui nous représente sur le Japon. Nous sommes qualifiés et nous démarrons nos activités avec une longue liste de très grands groupes japonais, acteurs mondiaux, leaders mondiaux. Nous ne réalisions pas à quel point ces groupes japonais sont ravis de notre arrivée aux États-Unis, dans la mesure où ces groupes japonais, pour beaucoup, ont une activité internationale, donc hors du Japon, beaucoup plus importante que l'activité au Japon. Et pour beaucoup d'entre eux, le marché nord-américain est le principal marché. Or, aujourd'hui, avec ces groupes japonais, on fabrique en Chine pour les fournir au Japon et pour les fournir sur la zone Asie du Sud-Est, où ils sont extrêmement présents. On sait les fournir en France pour le marché européen. Et dorénavant, nous savons les fournir en Amérique du Nord pour leur propre clientèle nord-américaine. Voilà, page suivante. Je prends un petit peu les devants en vous disant ça, dans la mesure où cette page, vous voyez notre implantation mondiale, industrielle. Nous sommes aujourd'hui le seul groupe, la seule entreprise dans notre industrie, dans notre métier, qui dispose d'une plateforme industrielle mondiale. Nos clients sont des grands groupes présents sur plusieurs continents, sur tous les continents. Nous sommes la seule entreprise avec un portefeuille technologique complet et avec une base industrielle complète, à savoir les servir sur les différentes zones. D'ailleurs, y compris en Inde, on a fait une annonce la semaine dernière avec un contrat significatif sur le marché indien. Cette capacité, cette plateforme industrielle, cette capacité de production souple nous permet de faire les mêmes produits à différents endroits. D'ailleurs, à titre d'exemple, lorsque nous avons installé l'Inde il y a un an, en Inde, nous avons copié des lignes de production que nous avions déjà développées et réalisées en Chine. Donc, pas besoin de réinventer la ligne, simplement de la dupliquer, de l'installer là-bas. Aux États-Unis, nous allons installer des lignes de production similaires à celles que nous avons en France ou similaires à des lignes de production que nous avons en Chine. Et là, à nouveau, il n'est pas nécessaire de réinventer ni le produit, ni les lignes de production, simplement de les dupliquer et d'adapter légèrement, bien sûr, le produit aux normes américaines, mais c'est un effort complémentaire relativement léger par rapport à tout ce qui a déjà été fait. Page suivante. Un petit rappel de notre stratégie de croissance, la stratégie de croissance de l'entreprise, qui est une stratégie de croissance à la fois interne et externe. Nous l'avons prouvé au travers de notre histoire d'une dizaine d'années. Forsy Power, d'abord, c'est l'acquisition de 5 entreprises. La dernière d'entre elles, c'était il y a un an, Saint Thomas d'Etel. Mais c'est également de la croissance endogène, c'est-à-dire que au-delà de ces 5 entreprises qui ont été acquises, qui travaillent ensemble aujourd'hui, qui forment une entreprise Forsy Power, nous avons également embauché l'essentiel des nouvelles compétences complémentaires par nos propres moyens. En ce qui concerne notre stratégie en 5 axes, sur l'axe industriel, eh bien aujourd'hui, avec cette base industrielle américaine, nous complétons notre stratégie, que nous avions annoncée d'ailleurs à l'entrée en bourse. C'est fait. Alors maintenant, effectivement, que le site devienne opérationnel, mais on est très rompu à ce genre de choses. Notre deuxième stratégie était une stratégie de se développer sur des marchés adjacents, complémentaires. Les 2 premiers marchés sur lesquels nous nous étions implantés et sur lesquels nous avons des positions fortes, c'est-à-dire la mobilité légère et le bus. Et nous avions annoncé que nous allions nous renforcer sur des marchés tels que la construction, ce que nous sommes en train de faire, et sur le ferroviaire, qui nécessitait de rajouter des compétences externes. C'est ce que nous avons fait en embauchant les experts du ferroviaire, et c'est ce que nous avons fait avec l'acquisition de Saint Thomas d'Etel à Lyon l'été dernier. Cet objectif également, il est atteint. Alors, en ce qui concerne le segment de la marine, il se trouve que avec le Covid et avec le ralentissement généré par le Covid, le marché de la marine, pour le moment, avance un petit peu moins vite. Et donc, nous nous donnons le temps d'investir dans ce marché un petit peu plus tard. On a suffisamment à faire dans les marchés que nous avons choisis pour le moment. Le troisième axe, c'est l'axe du service. Nous sommes une entreprise technologique et industrielle, mais nous apportons des solutions de mobilité complète avec du financement. Là aussi, il y a quelques semaines, nous venons de confirmer ce que nous avons annoncé en se renforçant au capital de Neoté Capital.
de façon à avoir une meilleure maîtrise de l'offre complète de services et de financement pour les marchés de la mobilité électrique, principalement les marchés des bus, mais ceci est également applicable sur le marché demain des véhicules de construction ou dans le domaine du ferroviaire, bien évidemment. Notre base clientèle, là aussi, nous annoncions une diversification de la base clientèle. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons déjà fait un certain nombre d'annonces pendant les derniers mois. Nous avons annoncé bien évidemment le contrat majeur avec Wrightbus, qui est le plus gros contrat en Europe dans le domaine du bus électrique. Nous avons annoncé un contrat tout aussi important en Inde avec Omega Seki pour des petits véhicules de livraison de 3 roues, des petits camions, des petites camionnettes. Nous avons annoncé l'accord avec EDF et nous allons, dans les mois qui viennent, les semaines et les mois qui viennent, faire toute une série d'autres annonces qui viendront conforter et confirmer notre fort positionnement et notre fort développement dans ces marchés. Enfin, en ce qui concerne la technologie, ça c'est un travail constant. Nous renforçons en permanence nos équipes et nos moyens, que ce soit dans le domaine de la mécanique, de l'électrochimie, de l'ingénierie système, de la modélisation, de l'électronique du logiciel ou de la data. La data étant également bien sûr un sujet de plus en plus important, puisque le monitoring de nos systèmes de batterie dans les véhicules est un moyen qui permet d'améliorer, de calculer, d'améliorer, d'optimiser la durée de vie de la batterie dans le véhicule, le coût total de possession, la durée de vie de la batterie dans un véhicule est l'élément essentiel, ainsi que la surveillance de la batterie pour des raisons de sécurité est essentielle à l'apport et à la vente, à la fourniture d'une bonne solution pour nos marchés. Enfin, la dernière page, me semble-t-il. Nos objectifs financiers. Nos objectifs financiers à moyen terme restent les mêmes, restent absolument inchangés. Un objectif de croissance forte de notre chiffre d'affaires avec un objectif de l'ordre de 600 millions d'euros. Sur les deux segments principaux, la mobilité légère et les véhicules lourds, aujourd'hui la mobilité légère représente plutôt un peu plus de 20% et la mobilité lourde un peu moins de 80%. On pense que l'équilibre va rester à peu près le même, mais avec une croissance encore plus forte sur le segment des véhicules lourds, ce que nous annoncions également précédemment lors des réunions et des informations précédentes, avec une profitabilité qui est pour nous aujourd'hui, j'allais dire uniquement le résultat de l'atteinte d'un volume d'une masse critique. Nous n'avons plus le challenge de bâtir notre plateforme industrielle. Notre plateforme industrielle est bâtie. Notre enjeu aujourd'hui, c'est de remplir nos usines, c'est de déployer les technologies et des technologies auprès des clients et de les réaliser au travers des usines. Notre fonds de roulement va se réduire en dessous de 10% du chiffre d'affaires. Ça, c'est également un effet mécanique d'une part du volume, avec une rotation forcément plus rapide, avec des volumes plus importants, mais c'est également le résultat d'un raccourcissement de la supply chain. Vous savez tous, en Europe, mais c'est vrai également aux États-Unis, l'objectif des États, des gouvernements, de tout le monde, c'est de bâtir une industrie de la batterie dans chacune des zones géographiques. Aujourd'hui, les gigafactories européennes sont en construction, elles ne sont pas encore opérationnelles, elles commenceront à l'être dans 1 an, 2 ans, ce qui réduira très très fortement la supply chain, donc le besoin au fond de roulement de la société. Au-delà du fait que notre réputation nous permet aujourd'hui d'améliorer les conditions de règlement auprès de nos fournisseurs. Et enfin, le dernier point, c'est évidemment le CAPEX. Nous ne sommes pas une industrie très consommatrice de CAPEX. Nous ne sommes pas des fabricants de composants d'accumulateurs qui ont besoin de milliards. Nos besoins de CAPEX sont de l'ordre de 3% de notre chiffre d'affaires, ce qui n'a rien à voir avec une usine de fabrication d'accumulateurs. Voilà, je pense qu'on a complété la présentation. Désolé pour le démarrage un petit peu poussif. J'espère qu'on a accéléré ensuite. Et puis, bien sûr, on est à votre disposition pour toute question que vous aurez. Voilà, effectivement, là, vous venez de parler un peu d'objectifs financiers. Donc, il y a une question qui était revenue à plusieurs reprises. C'était quel était votre regard sur l'évolution du cours de bourse? Voilà, question un peu directe. Vous avez Pénible. Pénible et douloureux. Pénible et douloureux, effectivement.
dans la mesure où on est arrivé en bourse juste à un moment où les marchés commençaient vraiment à chuter très très fortement et n'ont pas cessé de chuter depuis lors. On considère que c'est notre sentiment très très fort, et je pense que tout ce que nous annonçons régulièrement de semaine en semaine de façon répétitive montre et démontre que nous sommes une entreprise à la fois qui est extrêmement bien positionnée dans ces marchés, qui bénéficie d'une forte croissance, qui gagne les clients, qui a une plateforme technologique très très forte, qui a une plateforme industrielle qui est la plus forte, et qui aujourd'hui gère certes une période un petit peu plus difficile du fait de la supply chain qui est plus tendue. Il y a eu des problèmes de transport en fin d'année dernière, en début de cette année, on l'a surmonté. Il y a des problèmes d'envolée de coûts de matière qui sont également des problèmes qu'en ce moment même nous devons gérer, parce que les coûts de matière se sont pour une bonne partie de façon spéculative et artificielle envolés. Il faut gérer ça. Mais nous ne sommes pas loin d'annoncer nos ventes du premier semestre. Nous ne sommes pas très loin d'annoncer également nos résultats du premier semestre. Et vous pourrez constater que, comme c'est le cas depuis notre entrée en bourse et avant d'ailleurs, nous avons pour habitude de réaliser ce que nous annonçons. D'accord. Et donc, il y aura, je pense qu'il y aura, ça a été un petit peu le cas ces derniers jours, un impact sur les marchés. D'accord. Alors, peut-être il y a aussi quelques questions par rapport à la concurrence. Alors, j'essaie de les globaliser un petit peu, hein. Rappelez-nous un peu vos principaux concurrents, comment ils sont tirés un petit peu depuis un an, et puis aussi en termes de valorisation, comment ils sont valorisés par rapport à vous. Voilà, un petit global par rapport à vous. Deux choses. Voilà. Ouais. Alors, les concurrents ou les comparables cotés en bourse, aujourd'hui, nos résultats et nos performances est incomparablement meilleur que tous les comparables que vous pourrez trouver, où que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou n'importe où ailleurs. En termes de résultats effectifs, de performance effective de l'entreprise, notre performance est incomparablement meilleure, ce qui est reconnu par toute l'industrie. Pas encore en bourse pour le moment. D'un autre côté, nous avons également une situation où beaucoup de comparables sont basés en Amérique du Nord. Ils ont des valeurs nord-américaines, on va dire. Des chutes également très brutales, dans certains cas beaucoup plus importantes encore que la nôtre. Donc bon, il y a un décalage entre la manière dont les choses sont traitées en Amérique du Nord et la manière dont les choses se traitent en Europe. C'est comme ça, il faut l'accepter, et puis il faut surtout aller son chemin et essayer de progresser. Donc la performance intrinsèque de l'entreprise, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit financière, qu'elle soit en termes de développement industriel ou technologique, on est extrêmement confiant et on le démontre. En ce qui concerne ensuite nos concurrents, le profil des entreprises qui font la même chose, qui essaient de faire la même chose que Forsee Power. Il se trouve qu'on a été un pionnier dans notre métier. On a dû passer probablement de 2011 à 2016, 2017 à expliquer ce qu'était notre métier. Et il n'y avait quasiment pas d'acteur qui faisait la même chose. Il y a eu un acteur qui a fait la même chose que nous, il était allemand. Il n'y en avait pas aux États-Unis, on avait un Allemand. Cet Allemand a été racheté par un groupe, un équipementier automobile américain, et maintenant se positionne probablement différemment, c'est plus trop ce qu'ils font. Mais en dehors de ces sociétés-là, nous n'avons pas de comparable à Forsee Power en termes de taille. Vous avez énormément de petits acteurs qui apparaissent sur le marché. Il n'y a quasiment pas une semaine actuellement sans qu'un acteur apparaisse sur le marché européen ou américain. Mais aujourd'hui, très franchement, de taille franchement modeste, avec encore beaucoup de travail pour arriver à une certaine maturité. Mais c'est un marché aujourd'hui qui est en pleine naissance, en plein développement. Tout le monde veut se lancer dans ce métier-là. Subitement, tout le monde se dit c'est là où il faut être. Effectivement, c'est un endroit intéressant. L'effort est certainement plus complexe que beaucoup se l'imaginent, et on a une vraie avance sur laquelle nous souhaitons absolument capitaliser. Vous avez senti une accélération des projets ou du regard porté depuis le contexte hein, depuis 3-4 mois sur le prix, la hausse du prix de l'électricité, l'impact concret que ça pouvait avoir? On va dire deux choses, c'est que en fait, l'électrification des segments de marché sur lesquels nous sommes, il est quasiment, comment dire, vous ne pouvez pas aller en arrière. C'est-à-dire que toutes les lois, les réglementations sont en place, et aujourd'hui l'intégralité de l'industrie ne fait que quasiment assumer une course-poursuite pour réussir à lancer les véhicules
dans les délais requis par la réglementation. Donc, nos équipes de R&D, même si on avait des équipes doubles de ce que nous avons aujourd'hui, n'assumeraient pas l'intégralité des projets qui nous arrivent. Charge à nous, en réalité, de faire un vrai tri dans les innombrables projets qui arrivent. Il y a à court terme, effectivement, une tension effectivement, sur la matière première, coût des matières premières, voire des pénuries de matières, mais c'est un effet qui se corrigera. Par exemple, aujourd'hui, lorsque vous avez des matières premières telles le lithium qui augmentent énormément, ce n'est pas le manque de lithium qui crée l'augmentation de coûts. C'est un, de la spéculation. Deux, c'est la construction de l'industrie de transformation. Le lithium, il est là. En revanche, les usines de transformation de lithium en carbonate de lithium, etc., ces usines se montent. Et à un moment, il y en aura trop. Les usines, les fameuses gigafactories de fabrication d'accumulateurs, il n'y en a pas assez. Mais il y en a un nombre incroyable, il y en a plus de 25 qui se montent en Europe, par exemple. Il y a un moment, il y aura un ciseau inverse. Donc, c'est une phase transitoire qu'il faut traverser, mais où derrière, pour nous qui sommes intégrateurs de ces composants et qui avons le choix pour nous sera très important dans quelques temps. Alors, quelques temps, c'est quoi? C'est 6 mois, 1 an, 2 ans. L'horizon précis, on ne peut pas tout à fait le déterminer aujourd'hui, mais c'est un horizon à court et moyen terme. Ce n'est pas un horizon à long terme. D'accord. Merci d'avoir parlé un peu de vos approvisionnements. Il y a aussi quelques questions sur sur votre trésorerie et sur l'éventualité d'augmentation de capital à court ou moyen terme, ou long terme d'ailleurs. Comment vous positionnez par rapport à cette question? Alors, notre trésorerie est en phase avec ce que nous pensions réaliser, et faire et consommer. Nous n'avons pas du tout prévu d'augmentation de capital. Je sais que là, on a dû voir un analyste qui a dû faire un rapport sur le sujet. Non, nous n'avons pas besoin de trésorerie complémentaire. C'est pas prévu. On est en phase avec notre plan de marche. On déroule notre plan tel qu'il est prévu. On a d'ailleurs, par rapport à ce que nous imaginions, en termes de, par exemple, pour les acquisitions que nous voulions réaliser, en fait, les acquisitions que nous voulions réaliser, on les a déjà faites. L'usine américaine, on est en train de la monter et on se rend compte qu'au travers de duplication de lignes de production chinoises ou françaises, notre consommation de CAPEX est inférieure à ce qui était prévu. Et donc, notre plan de marche reste notre plan de marche. On n'en dévie pas. Ce qui pourra se passer, mais je ne peux pas en préjuger aujourd'hui, c'est que comme notre industrie est une industrie absolument bouillonnante, où il y a énormément de nouveaux acteurs qui apparaissent, d'autres qui viennent d'apparaître il y a 2-3 ans, et nombre d'entre eux n'ont pas la taille critique, mais parfois disposent de savoir-faire, de compétences, de moyens, et toutes les semaines, nous avons un dossier sur le bureau que nous regardons, dossiers divers et variés. Peut-être qu'à un moment, on décidera de se lancer dans une acquisition parce qu'on considérera qu'elle est utile ou nécessaire à notre développement. Mais en dehors d'une situation de ce style-là, qui n'est pas prévu pour le moment, nous n'avons pas prévu de levée de fonds. D'accord. Aussi, rappelez-nous aussi la date de mise en service de la Gigafactory aux États-Unis. Il y a plusieurs. Premier trimestre de l'année prochaine, progressivement. Vous allez pouvoir commencer à commercialiser des choses aux États-Unis à partir du premier. Alors non, on peut déjà commercialiser maintenant, c'est-à-dire que même aujourd'hui, on vend déjà des produits aux États-Unis. Mais à partir du premier trimestre, on va commencer à commercialiser des produits que nous fabriquerons aux États-Unis. D'accord. Très bien. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près un tour global des principales questions. Alors, on pourrait rajouter une question sur vos principaux enjeux pour résumer ou globaliser les principaux enjeux ou principaux risques que vous allez affronter sur les prochains mois ou sur l'année 2022 qui reste à courir. Les principaux risques, les principales difficultés, la difficulté évidente à court terme, hein, c'est la gestion du coût des matières et donc c'est l'atténuation du coût des matières d'une part et d'autre part le transfert de cette augmentation de coût des matières à nos clients, sachant en même temps qu'aujourd'hui nous avons déjà les premiers signes de repli des matières premières
c'est un petit peu tôt pour aujourd'hui dire à quel moment précisément ces coûts vont baisser. Est-ce que c'est le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre de l'année prochaine? Mais ça va se produire indéniablement. Donc ça, c'est vraiment la situation court terme que nous gérons. On n'a pas de problème d'approvisionnement. On a les composants dont nous avons besoin. Et puis ensuite, eh bien, c'est j'allais dire, notre souci. C'est pas un souci, c'est un luxe, j'allais dire. C'est aujourd'hui une situation d'arbitrage dans les nombreux projets qui nous arrivent. Et c'est quand même une difficulté, c'est-à-dire que vous avez des projets intéressants qui viennent de différents grands noms, grands clients connus, et puis on ne peut pas tous les traiter. Et donc, il faut prendre des paris en se disant, ben, ce client-là, très connu, je vais développer son produit. Cet autre client-là, je ne vais pas le faire. Et donc, il y a toujours un risque qui est associé. Lequel sera le plus... quel est le meilleur choix possible? Mais aujourd'hui, on est plutôt dans cette situation-là que dans une situation de chercher des clients. Très bien. Eh bien, écoutez, hein, si je n'ai pas de questions supplémentaires, bah, bien sûr, hein, l'action elle est négociable avec un PEA, un PEA, PME, un compte titre, et en particulier sur EasyBourse, hein, vous avez toutes les informations sur le cours, les évolutions du cours, rappel de la société. Ce webinaire a été enregistré, donc il y aura un replay, un enregistrement qui vous sera envoyé, qui sera aussi accessible sur le site d'EasyBourse. Christophe et Sophie, merci beaucoup pour vos explications très claires. Merci à vous tous et merci pour votre patience en début de séance. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.